Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui traite des exercices de la fiche 9. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans la fiche 8? On avait vu tout d'abord, donc en électrostatique, eh bien le champ provenait de la présence de charge. C'était le fait important. Donc si on a un champ électrostatique E, eh bien ça veut dire forcément qu'on avait des charges qui existaient, des ou une charge qui existait, et on avait vu donc dans cette fiche 8 le rôle de charge individuelle. Donc on avait la charge Q1, Q2, etc. individuelle, on calculait le champ créé par ces différentes charges, et finalement on utilisait le principe de superposition pour obtenir le champ total. Alors dans la fiche 9, eh bien en fait on va utiliser des charges qui ne sont pas individuelles mais qui sont réparties. Donc fiche 9, c'est des charges que l'on va répartir. On peut les répartir sur une ligne. Et à ce moment-là, je vais avoir des charges présentes tout au long de cette ligne. Et on peut considérer que on a une certaine quantité de charge Q répartie donc sur une ligne. Là, j'ai fait une ligne droite, mais ça aurait pu être une courbe ou une ligne quelconque. Ligne de longueur L. Donc la longueur totale de la ligne est L. Et on pourrait se poser quelle est la quantité de charge par unité de longueur. Donc ces quantités de charge, ce serait bien finalement Q sur la longueur du fil. Et finalement, donc la quantité de charge par unité de longueur. Donc si maintenant on considère un petit élément de longueur que je vais appeler dl et que je cherche quelle est la charge associée pour ce petit élément de longueur que je vais appeler dq, sachant que ce dq peut varier le long du fil, et bien localement on voit que la charge dq va varier donc pour la longueur dl sera telle que donc la charge sera dq pour ce petit élément de longueur dl. Alors on appelle densité linéique de charge et on la note lambda. Eh bien c'est la quantité de charge infinitésimale sur une longueur dl infinitésimale. On pourrait faire exactement la même chose pour des charges. Là, c'était sur une longueur, sur une ligne, c'est charges sur une surface. Donc sur une surface, eh bien, je prendrai un petit élément de surface. Là-dessus, je vais prendre un tout petit élément de la surface. Et je vais regarder quelle est la charge dq contenue dans cette surface que je vais appeler ds. Et je vais introduire la densité surfacique de charge qui sera bien, sigma égale à dq sur ds. Alors on généralise encore au volume. Pour un volume,
eh bien c'est la densité volumique. Et je vais avoir ρ, dans ce cas-là, on l'appelle ρ. À ne pas confondre avec la masse volumique qui sera donc d2q sur dv. Ce sera, pour ce petit élément de volume dv, quelle est la charge dq que l'on a. Ainsi, si je reviens à un fil, dans le principe, pour un fil, si je cherche le champ en un point M extérieur au fil, ben je peux dire que ce champ, il va être créé par toutes les petites charges dq qui viennent créer un champ au point M. Donc allez, supposons que dq est supérieur à 0, mon champ me donnerait un vecteur qui serait comme ceci, celui d'à côté comme ceci. Alors évidemment, je discrétise les choses ici pour que on comprenne le principe. Mais là, j'aurai un champ dv. Allez, dv1 si c'est pour la charge dq1, dv2 pour la charge dq2, etc. pour l'ensemble des charges qui sont distribuées sur le fil, de sorte que, alors ce sont des champs, donc je vais mettre dE bien sûr, hein, de sorte que finalement, pour obtenir le champ E créé par la distribution de toutes ces charges le long du fil, je serai obligé de faire la somme des d de E créée par chacune des charges des deux Q, par le principe de superposition. Donc, finalement, on va découper notre fil en petits éléments dQ. On va calculer le champ DE créé par chaque élément dQ. Et on va faire la somme de tous les DE, c'est-à-dire de tous les vecteurs champs, pour obtenir finalement le champ total créé par un élément chargé. Donc ça, c'est le grand principe. On peut remarquer d'ailleurs immédiatement que si je prends par rapport à mon fil, je vais tracer cet axe-là, je vais le mettre en pointillé. Si je prends une charge dQ'1 qui serait symétrique, ici un petit élément dQ'1 symétrique de dQ1 qui se trouve ici, il va me créer un champ qui sera, et si je le mets sur ma figure, comme ceci. Et on va le tracer. Et donc ce champ, finalement, sera le symétrique par rapport à l'axe en pointillé du champ DE1. Et donc, si j'ai DE1 qui est ici, j'aurai DE' qui sera de l'autre côté, de sorte que la somme de ce vecteur et ce vecteur, eh bien, je vais avoir des composantes perpendiculaires à mon axe en pointillé qui vont se compenser, ce qui fait que mon champ sera selon l'axe de symétrie finalement que j'ai indiqué en pointillé, le champ total qui serait le DE, qui serait le DE'1 plus DE1, qui serait le champ résultant de la superposition
des champs créés par la charge dQ1 au point M et dQ'1 au point M. Donc on voit tout de suite qu'on va avoir un champ qui sera selon l'axe en pointillé qui est sur ma figure. Bien sûr, si je le faisais avec dQ2 et la charge symétrique, j'aurais à nouveau un champ qui serait sur l'axe en pointillé, de sorte qu'on voit que le champ résultant d'un fil qui serait infini sera perpendiculaire au fil. De manière plus générale, on peut s'intéresser aux symétries de la distribution de charge. Donc symétrie de la distribution de charge est invariante. Alors on peut remarquer dans l'exemple ci-dessus, quand j'avais pris un fil qui était chargé avec une distribution de charge lambda, donc une distribution linéique, et un ensemble de charges dQ qui était réparti sur ce fil, on pouvait remarquer que j'avais pris l'axe en pointillé ici, qui finalement était un axe de symétrie pour les différentes charges se trouvant de part et d'autre de cet axe. On peut remarquer que le plan de symétrie que l'on va retrouver finalement, que je pourrais afficher comme ceci, on peut remarquer que ce plan est un plan de symétrie, c'est-à-dire que l'on a autant de charges sur la droite du plan que sur la gauche du plan au niveau de la ligne chargée. Ce plan est donc un plan de symétrie par rapport à O, et donc si j'appelais ce plan P, on voit que P est un plan de symétrie de la distribution de charge. Ce qui veut dire que si je me déplace selon la direction OX, bien rien ne sera changé quant au champ qui résultera de la superposition des champs créés par les différentes charges réparties le long du fil. Ceci signifie que tout d'abord E est contenu dans ce plan, forcément. Donc est dans le plan de symétrie, passant par O et surtout passant par M, et ça veut dire que le champ ne va pas varier selon l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, donc ne varie pas selon la variation OX. Donc il est invariant. Si je cherchais quelles sont les coordonnées dont dépend le champ, E est indépendant de X. De même, on peut constater que, sachant que l'on a un fil, toute rotation autour du fil d'un angle θ ne change rien quant à la distribution de champ. Donc, de même, le fait qu'on ait une symétrie autour, que finalement OX est un axe de symétrie, eh bien E
en tout cas en valeur absolue, ne sera pas en norme, ne sera pas modifié, il sera modifié en direction bien sûr, mais ne dépend pas de θ. Il va donc simplement dépendre de R, R étant la distance entre O et le point M. Donc on va pouvoir maintenant aborder à partir de ces données l'exercice proposé dans le fascicule, qui est l'exercice 1 de la fiche 9. Des nervous breakdown, comme on dit de nos jours.